Bienvenue, merci d'être là ce soir. Je me présente déjà, je suis Corinne Pierre, je suis responsable des admissions ici à l'ISEMA et également responsable de la communication. Voilà, donc c'est la 3e édition des Afterwork. Donc un Afterwork, c'est une soirée de débat sur une thématique qui est en général en lien avec quand même l'environnement dans lequel on évolue ici dans notre école, à savoir l'agriculture, l'agroalimentaire, et sur des débats quand même plutôt grand public qui intéressent tout le monde, nous consommateurs. Donc la 3e édition, on a déjà traité donc l'année dernière le sujet de l'alimentation de demain, par exemple, et puis l'impact de notre alimentation sur l'environnement. Aujourd'hui, enfin ce soir, on va parler des produits locaux, la consommation des produits locaux. Donc, je vais d'abord vous expliquer, voilà, qui on est, notre école. L'ISEMA, c'est une école de commerce avant tout. On est spécialisé sur le secteur de l'agroalimentaire, et ça fait pratiquement 30 ans que l'école existe, qu'on est sur Agroparc, donc on est une école locale. Créée par des professionnels qui voulaient former des jeunes à double compétence. Donc à la fois des bons managers, des bons commerciaux, mais également avec une vraie compétence technique, produit autour de la filière de l'agriculture, l'agroalimentaire, tout ce qui est environnement, bio-industrie. Voilà. Donc on est un établissement reconnu d'État. On a 2 partenaires principaux qui sont la Chambre de commerce d'Avignon, qui est notre CFA, et également l'ISARA. Alors l'ISARA, c'est une école d'ingénieurs qui est située sur Lyon et qui, depuis 2 ans, a ouvert une formation d'élèves ingénieurs par apprentissage dans nos locaux. On a quelques étudiants ici ce soir. Voilà, donc la finalité de la formation, c'est vraiment de former des cadres commerciaux sur du marketing, sur les achats, sur la logistique, avec vraiment une parfaite connaissance voilà, de la technicité des produits et de l'agroalimentaire. Nous recrutons après un Bac+2, et donc les étudiants restent environ 3 ans chez nous pour valider un Bac+5. On est vraiment sur une pédagogie intuitive et appliquée. On les met en situation de s'entraîner, que ce soit à la négociation, au marketing, et également une des plus grandes mises en situation, et là Christine va pouvoir témoigner, c'est le grand jury nouveaux produits. C'est une sorte c'est un travail de 8 mois que réalisent nos étudiants de 2e année qui consiste à créer un produit agroalimentaire. Donc c'est un prétexte, mais c'est comme une création d'entreprise, si vous voulez. Ils traversent ces 8 mois comme des créateurs d'entreprise, en fait. Donc ils vont trouver des idées, une idée innovante, un produit qui n'existe pas sur le marché, et vraiment faire toutes les étapes pour qu'à la fin, au mois de mars, cette année c'est le 28 mars si je ne me trompe pas, le produit existe. Et il y a un concours, les professionnels sont là pour juger, noter les projets de ces jeunes. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que c'est des étudiants, mais très vite, ils vont être mis en situation de gérer des projets pendant leurs études. On a beaucoup d'intervenants professionnels également. Ils sont partie prenante dans la vie de l'école. Ils vont recruter nos futurs candidats, nos futurs étudiants. Ils font des cours également. Et ils vont prendre nos jeunes surtout, puisque vous verrez, on fait de l'alternance, ils font des stages. Donc les professionnels sont vraiment importants dans la vie de l'ISEMA. Donc 2 cursus possibles. L'alternance qu'on a fait, je crois, dans les premiers, dès 1995, on a été une des premières écoles du supérieur à proposer de l'apprentissage. Bonsoir. Et certains choisissent le statut étudiant, ce qui leur permet de faire des stages. Voilà, c'est un petit peu différent. Des pourcentages, des taux sur lesquels on est assez fiers, puisque je parlais de professionnalisme.
nos étudiants, nos diplômés trouvent de l'emploi. C'est-à-dire qu'une fois le diplôme en poche, c'est à peu près 80 à 88% qui ont un poste à la sortie de l'école. Et 6 mois après, quand on les auditionne, hein, on les rappelle, c'est pratiquement 100% qui sont sur le marché de l'emploi. Alors, on forme des jeunes, mais on forme aussi des adultes. Donc, on a un service dédié, Christine Ray est présente, y travaille. On propose des formations courtes ou longues à des salariés d'entreprise, à des chercheurs d'emploi. Donc, il est possible de se former à l'ISEMA sur des thématiques qui sont propres effectivement à l'école. Alors, je vais annoncer notre prochaine afterwork, puisqu'il y en aura un suivant, un prochain le 4 avril, qui portera sur la nutrition, mais aussi sur la lecture des emballages, comment décrypter nos emballages. C'est un petit peu d'actualité, hein, effectivement. Donc voilà, ça sera le thème de la prochaine date. Vous pouvez déjà noter sur vos tablettes si ça vous intéresse. Hop. Alors, donc revenons à ce soir. Consommer les produits locaux, je trouve que c'est assez d'actualité finalement par rapport à ce souci de préserver l'environnement. Donc c'est une des réponses, hein, de consommer local. Donc on a 4 intervenants ce soir. Alors oui, avant de vous les présenter, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Bonsoir. Alors, ça va se passer en 2 temps. Donc chacun va présenter, effectivement, témoigner sur son métier, son engagement. Puis vous aurez un temps, vous, pour poser des questions. Donc on va les laisser dérouler et ensuite je vous laisserai la parole si vous le souhaitez. Je vous passerai le micro, voilà, et vous pourrez échanger. Dans un deuxième temps, on traversera l'école et là il y aura un buffet où seront proposés voilà, des boissons, mais aussi les produits de 2 intervenants qui sont là ce soir, donc pour découvrir avec eux et échanger plus librement également avec eux. Alors, donc, nous avons Marie-Noëlle Delpoux, qui est chargée de mission à la diversification et agritourisme à la Chambre d'agriculture 84, donc du Vaucluse, qui va vous expliquer un petit peu le panorama, voilà, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ce soir. Lionel Martin, qui est responsable de la mission aménagement et de l'espace et agriculture, c'est un peu long, hein, département Vaucluse, qui lui va plus spécifiquement parler de l'agri-local 84, il vous expliquera ce que c'est. Nicolas Chifflet, qui est restaurateur, un restaurant qui s'appelle La Guinguette, qui se trouve à l'Isle-sur-la-Sorgue, qui ne travaille que les produits locaux, si j'ai bien compris. Enfin, hein, vous expliquerez. Et puis, pour finir, Guillaume Sinard, qui est chargé de mission au développement circuit court à la Chambre d'agriculture également, et qui va plus vous parler de son dispositif association d'agriculteurs qui s'appelle En direct de nos fermes. Voilà. Donc, je vais vous laisser entre les mains de Madame Delpoux. Merci de votre attention et puis bonne soirée. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour nous écouter. Donc on m'a demandé de faire un panorama assez complet de tout ce qui est vente directe et indirecte. Alors je vais m'attarder en un quart d'heure, donc ça va être un peu sportif. Je vais développer essentiellement tout ce qui est vente directe, donc sans intermédiaire entre les producteurs et les consommateurs. Sachant que pour tout ce qui est vente indirecte avec un seul intermédiaire, on a quand même des exemples là présents dans la salle. Les intervenants qui vont suivre pourront développer à travers des exemples des réussites. Voilà, donc commercialiser en circuit court, c'est effectivement d'actualité. Et pour les agriculteurs que nous suivons, ce sont des opportunités et vraiment des voies de commercialisation qui sont intéressantes. Donc quand on parle de circuit court, quelles caractéristiques on met derrière? Donc le circuit court,
sous-entend un nombre d'intermédiaires limité entre producteurs et consommateurs, une relation entre l'agriculteur et la population, qui est de plus en plus recherchée, et ensuite une dynamique apportée sur un territoire. Donc ça, ce sont les 3 fortes caractéristiques de la notion de circuit court. Donc 2 formes de commercialisation, ce dont je vais vous parler tout de suite, la vente directe sans intermédiaire et la vente indirecte avec un seul intermédiaire. Donc les circuits courts répondent à des motivations de la part du consommateur. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres parce que c'est vrai qu'on ne va pas avoir trop le temps, mais sachant qu'on est tous à votre disposition ensuite pour les questions à la fin des interventions et pendant le buffet. Donc le consommateur, il a besoin de quoi? Il a besoin de réassurance dans sa consommation alimentaire. De plus en plus de personnes disent qu'effectivement, avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche, ils ont du mal à comprendre et à savoir ce qu'ils mangent réellement. Donc le consommateur fait confiance aux produits agricoles de proximité et cette confiance, elle est accentuée dès lors qu'il peut avoir le producteur en face de lui pour lui vendre son produit et lui expliquer surtout les modes de production qu'il utilise et également l'environnement de son exploitation. Donc il y a tout un monde à faire découvrir au consommateur qui permet de le rassurer. Le consommateur recherche donc des liens sociaux. Et il est de plus en plus sensible à la dimension équitable, puisque là, on indique que 97% des consommateurs jugent que l'achat de produits locaux permet de faire marcher l'économie locale et d'aider davantage les producteurs locaux. Pour les producteurs, la mise en place d'une commercialisation via les circuits courts, ça demande effectivement une vraie réflexion. Il faut qu'il tienne compte de son environnement interne, au sein de son exploitation, de son organisation. Il faut que ça soit bien réfléchi en famille, avec des salariés. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir au niveau interne. Au niveau externe, effectivement aussi. Bon, on est dans une école de commerce, donc je pense que les études de marché, vous connaissez très très bien. Mais les agriculteurs qui connaissent moins bien ça ont parfois besoin d'appui justement par rapport à ça. Donc pour les aider à sentir la dynamique territoriale, les attentes de la population autour sur son territoire. Et donc vendre en circuit court, pour l'agriculteur, c'est vraiment s'engager dans de nouveaux métiers en termes de logistique, de conditionnement, de transformation des produits et de vente. Lui, son premier métier, c'est quand même la production. Et là, il a évolué en termes de commercialisation avec plusieurs métiers à maîtriser. Donc les multiples voies de commercialisation possibles. Le premier qui vient à l'esprit pour les producteurs, c'est le point de vente à la ferme. Donc un local souvent aménagé sur l'exploitation, avec des équipements adaptés aux produits vendus. Et une accessibilité, depuis septembre 2015, c'est une obligation très stricte, une accessibilité du point de vente aux personnes à mobilité réduite. Donc avec la possibilité d'accueillir tout public, quel que soit le type de handicap, si on parle de handicap. Les avantages de ce type de vente, donc la facilité de mise en place, bien sûr, l'absence de déplacement puisqu'on est chez soi, le gain de temps et la valorisation de la ferme au-delà de l'acte de vente de produits. Ça permet effectivement à l'agriculteur de valoriser son exploitation, l'environnement, ses techniques de production. Et ça, c'est très important par rapport à l'assurance, enfin la confiance du consommateur et à sa fidélisation aussi. Ça contribue à fidéliser le consommateur. Les inconvénients qu'on peut retenir, une interruption du travail pour se rendre disponible, sachant que quand même les agriculteurs sont de mieux en mieux organisés, donc ils cadrent bien la vente directe à la ferme avec des jours, des horaires bien définis, et les clients se plient à ces pratiques. Une activité fluctuante en fonction des saisons et la gestion des invendus qui reste à prévoir sur son exploitation, puisqu'effectivement la maîtrise de la vente est difficile à prévoir. Deuxième voie de commercialisation utilisée par les agriculteurs, la vente sur les marchés. Donc les marchés locaux, on dit qu'ils sont souvent confrontés à un besoin de renouvellement de clientèle. Et les marchés bio ou de producteurs, vraiment de producteurs, permettent justement de répondre à une clientèle en recherche de produits de qualité et de commodité et de fidéliser cette clientèle. Je vous donnerai un exemple après. Donc avec des horaires en soirée, un parking. Donc voilà, il y a des marchés qui se mettent en place, qui sont bien spécifiques et qui permettent davantage de répondre aux attentes des consommateurs. Donc les avantages,
de participer à un marché, c'est de se faire connaître et de vendre rapidement, de capter une clientèle intéressée par les produits fermiers, normalement d'avoir un chiffre d'affaires annuel régulier, avec une forme de vente facile à mettre en place au démarrage quand on s'installe en tant qu'agriculteur, et d'avoir surtout un retour direct du client, ce qui permet après de corriger certaines erreurs ou d'améliorer certaines choses. Donc c'est toujours intéressant pour l'agriculteur qui vend sur les marchés. Les inconvénients, bon, on sait tous que c'est une activité physique éprouvante de participer à sachant que souvent c'est plusieurs marchés par semaine. Il y a la contrainte des trajets, du temps passé à la vente. On est tributaire des aléas climatiques. Donc ça, effectivement, il faut pouvoir l'expliquer après au consommateur qui vient, qui ne trouve plus d'agriculteur, l'agriculteur qui est présent parce qu'il n'a plus de produits. Et des droits de place et des frais annexes qui peuvent parfois être élevés selon les communes. Donc je voulais faire rapidement un zoom sur les marchés du soir de producteurs qui sont mis en place dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous, je l'espère, connaissent le réseau Bienvenue à la ferme, qui est un réseau national d'agriculteurs qui compte 8000 agriculteurs au niveau national. Donc, c'est un réseau qui promeut l'activité de vente sur les exploitations, mais aussi les activités d'accueil, donc les hébergements à la ferme, les fermes pédagogiques, les fermes de découverte, les fermes auberges, donc les produits qui sont transformés, les produits de l'exploitation qui sont transformés sous forme de repas. Donc les marchés du soir de producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, ils ont été mis en place dans le Vaucluse il y a plus de 10 ans. Il y a donc le principe, c'est 100% de producteurs. On n'a que des producteurs sur ce type de marché. Alors ils sont soit de la commune organisatrice, soit du réseau Bienvenue à la ferme. Normalement, il n'y a pas d'achat-revente. La Chambre d'agriculture assure un suivi régulier de ces marchés. Elle visite les exploitations en amont pour bien vérifier la capacité de production de ces exploitations et que ça coïncide effectivement avec ce qui peut être vendu ensuite en saison. Et il y a un partenariat mairie-Chambre d'agriculture pour le suivi et l'organisation de ces marchés. Le bilan 2018, rapidement, sur ces marchés du soir, on a eu 195 marchés du soir réalisés pour 7 communes organisatrices. Donc 77 suivis de marchés réalisés par la Chambre d'agriculture. 76 exploitations ont participé à ces marchés. 24 exploitations ont été contrôlées en pleine période de production. Et on compte en moyenne 19 agriculteurs qui sont présents sur ce type de marché. Donc ce sont des marchés, je ne l'ai pas dit, qui commencent en général pour les premiers en mars et qui finissent pour les derniers jusqu'à mi-octobre, et qui sont hebdomadaires. Donc au niveau des clients, on a eu sur la saison 2018 entre 1500 et 12 000 acheteurs, avec un panier qui se situe autour de 30 €. 134 acheteurs en moyenne par marché. Alors, au niveau de l'origine des clients pour ce type de marché, 59% viennent de la commune, 36% viennent des communes limitrophes et 5% de touristes. Donc, on voit bien que ce sont des marchés qui ont fidélisé la clientèle locale et les touristes viennent occasionnellement. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la clientèle prépondérante. Et 50% des acheteurs viennent toutes les semaines acheter des produits sur ces marchés. Alors, autre forme de commercialisation en vente directe, le magasin de producteurs ou le point de vente collectif, ça dépend comment on veut l'appeler. Donc, c'est un lieu où des agriculteurs s'organisent pour assurer la vente de leurs produits avec des systèmes d'associés et de non-associés. Donc, c'est un magasin, vous en connaissez sûrement de votre côté. Donc tous les producteurs associés ou non associés doivent participer à la vente. Donc ils organisent des permanences et l'idée, c'est un critère obligatoire, c'est qu'il doit toujours y avoir un agriculteur présent dans le magasin pour assurer la vente. Un salarié peut participer à la vente, mais en aucun cas on ne peut avoir que des salariés dans le magasin de producteurs. Toujours dans l'esprit de remise directe au consommateur. Donc les avantages, le magasin de producteurs permet d'avoir une offre plus importante qui permet d'attirer la clientèle. La vente est assurée par les associés, donc ça peut permettre de dégager du temps pour certains. Les conditions de vente sont confortables, donc c'est sur place, dans un espace réellement dédié à la vente. Et puis des magasins de producteurs font vraiment de gros efforts en termes d'aménagement. Il y a de très, très, très beaux exemples en Rhône-Alpes, là, avec vraiment des magasins très, 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 très beaux. Et ensuite, ça permet un partage des responsabilités entre agriculteurs.
Bon, l'inconvénient, il y a effectivement une grosse nécessité d'avoir une régularité des approvisionnements en qualité et en quantité. Donc voilà, donc là il est demandé à ce que le client puisse trouver effectivement une gamme de produits la plus large et de façon régulière. Les invendus restent à la charge du producteur. L'investissement initial peut être assez lourd parce qu'on parle d'un local qui peut être important. Donc après, est-ce qu'il y a un achat? Est-ce que c'est une location? Enfin, ça tout dépend des projets. Et le magasin de producteur peut effectivement aboutir à un échec s'il y a une mise-entente entre associés. Donc en fait, ce qu'il faut garder vraiment à l'esprit dans un projet pour créer un magasin de producteur, c'est que la réussite est d'abord liée à la qualité des relations humaines et à l'organisation. Et donc il vaut mieux que le projet parte d'un noyau d'agriculteurs qui ont envie de commercialiser ensemble leurs produits, et ensuite qui vont trouver des communes ou des collectivités pour essayer de mettre en place, de créer un local, plutôt que l'inverse, la commune qui propose un local et qui va à la pêche des agriculteurs. Et c'est vrai que on a eu des exemples qui n'ont pas fonctionné à cause de ça. La vente en panier, une autre forme de commercialisation pour les agriculteurs. Donc, je pense que vous connaissez aussi. C'est une forme de commercialisation qui permet de livrer une gamme de produits frais locaux de manière régulière chaque semaine, avec une commande par Internet ou par un abonnement sur au moins 2 saisons. Donc la démarche, elle commence souvent par la vente de produits de fruits, de légumes. Ensuite, il y a les produits laitiers, les œufs, certains vont sur la viande, le pain. Voilà. C'est une démarche à l'initiative de producteurs et ou d'un groupement de consommateurs et qui permet une livraison à domicile dans un local ou dans un point de rendez-vous. Donc là, j'avais parlé de l'exemple des AMAP que vous connaissez. Enfin peut-être, je sais. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Donc ça permet un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs et une ferme locale. Les clients s'engagent en général sur 3 à 6 mois pour prendre le produit dans un contrat solidaire. Les surplus de production sont partagés entre les consommateurs qui s'engagent à l'inverse s'il y a des aléas climatiques à supporter, donc des accidents de culture que peuvent subir les agriculteurs. Alors, au niveau des avantages et des inconvénients, les avantages, donc c'est l'assurance pour l'agriculteur d'avoir un débouché régulier, surtout si il a un contrat d'abonnement qui est passé avec les clients, peu d'investissement pour la vente, un temps de vente réduit avec une planification du travail, une bonne répartition des tâches de vente, et ça lui permet de toucher une clientèle d'actifs. Les inconvénients, c'est du travail en groupe, donc qui nécessite une bonne entente, une harmonisation de fonctionnement. Il faut savoir gérer sa production en amont pour bien assurer une régularité des approvisionnements et une variété de produits. Donc là, il y a tout un planning à réfléchir en amont pour l'agriculteur sur l'année, voire sur 2 ans. Et une organisation et du temps pour confectionner le panier. Donc, sachant que souvent, les clients eux-mêmes aident l'agriculteur à confectionner le panier sur place. Voilà. Donc la vente par Internet qui peut se faire aussi pour les agriculteurs, elle peut se faire soit de manière individuelle ou collective. Donc sous forme collective, ça permet la vente de paniers qui sont livrés à domicile ou à des points relais. Donc les conditions pour optimiser ce type de commercialisation, c'est d'avoir un site innovant, attractif, mis à jour très régulièrement, qui soit bien référencié. Prévoir un budget de fonctionnement pour la mise en place et la maintenance, et avoir une organisation efficace en termes de logistique, de commandes et des stocks. Donc là, c'était une photo d'un site, notamment c'est un drive. Alors les avantages pour la vente par Internet, l'absence de déplacement, la mise à jour régulière des informations. Donc l'agriculteur, ça lui permet effectivement de faire passer un maximum d'infos sur ses produits, sur son exploitation, sur ce qui se passe sur son exploitation, sur des événements qui peuvent organiser aussi sur son exploitation. Des coûts de lancement réduits en comparaison de la construction de vente. Au niveau des inconvénients, il y a des coûts de création, de mise à jour et de communication. Sachant que quand même avec toute la
toute l'offre maintenant au niveau de la création des sites internet. Les agriculteurs arrivent à trouver des offres quand même intéressantes pour créer des sites. Des coûts d'expédition ou de livraison qui sont à prévoir. Un investissement en temps personnel de la part des producteurs s'ils veulent bien faire vivre le site. Voilà, ça c'est la condition. Alors, les drives fermiers. Donc, le point de vue du consommateur, donc là, c'est plus par rapport à un système de drive classique, hein, que vous connaissez tous aussi. Du point de vue du consommateur, donc 75% des Français sont d'accord pour que le drive, c'est facile, c'est rapide, donc pas d'attente de livraison, il y a l'absence de foule, pas de stress, voilà, pour 73% des Français, et ça permet l'achat raisonné, contrairement à de l'achat dans des magasins qui peut facilement déraper. Voilà. Au niveau des inconvénients que peuvent leur trouver les consommateurs, donc 13% seulement des Français sont tout à fait d'accord avec l'idée que le drive c'est l'avenir, parce qu'ils considèrent que c'est souvent un univers complètement déshumanisé, avec un choix limité de produits pour 60%, et un manque de contact avec le produit. Donc ça, c'est plus par rapport à un système de drive type dans les grandes surfaces qui ont été à l'origine de ce mouvement. Donc pour essayer d'humaniser, on va dire, ce type de commercialisation, et pour bien sûr avoir une forme de commercialisation qui peut être intéressante, des agriculteurs ont mis en place des drives fermiers. Donc là, j'ai repris un petit peu les caractéristiques pour que vous voyez quand même qu'il y a des critères qui peuvent être intéressants. Donc ça, c'est dans le cadre des drives fermiers qui sont mis en place dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme. Donc ces drives-là garantissent une gamme étendue, un approvisionnement régulier, une transparence des pratiques. Donc l'outil de vente doit être clairement identifié. Et sur le point de retrait, les agriculteurs s'engagent à faire des animations régulières. Donc là, on retrouve le côté très humain, échange avec le consommateur, qu'on n'a pas forcément effectivement sur d'autres types de drive. Donc des services garantis aussi pour les clients, un paiement en ligne, un point de retrait minimum, une plage horaire garantie, des espaces de stationnement, de parking, un contact donc producteur et consommateur. Et puis une sécurité sanitaire, puisque les points de retrait doivent avoir un plan de maîtrise sanitaire officiel. Donc voilà, donc là c'était une petite, c'était l'info sur le drive fermé. Donc là on est dans le drive fermier du magasin de producteurs qui se trouve à Apt, qui s'appelle le Luberon Paysan. Sachant que vous avez aussi, bon il va en parler, Guillaume qui a mis en place le drive fermier pour l'association En Direct de nos fermes, pas loin d'ici, juste à côté, sur Montfavet, et bientôt sur le centre d'Avignon. Voilà, donc quand on parle du loup, les distributeurs automatiques, donc je laisserai mon collègue parler de son exemple réussi avec l'association En Direct de nos fermes. Alors en termes de vente en direct, pour terminer, vous avez la vente en grande distribution, la vente au commerce de proximité, la vente en restauration commerciale, et la vente en restauration collective. Donc là, je ne vais pas m'étendre du tout. Bon, ce sont des types de ventes qu'on connaît tous, qui sont plus anciennes et surtout qui peuvent être développées par mes collègues qui vont intervenir après. Juste par rapport à la restauration collective, donc la Chambre d'agriculture s'est engagée dans la démarche agri-locale que va présenter Lionel Martin tout à l'heure, pour aider les agriculteurs justement à entrer dans les cantines des établissements, que ce soit scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux, voilà, tout type de structure qui peut être amené à utiliser des produits. Et donc là c'est vrai qu'il y a quand même du travail pour bien manger. Et donc là, les agriculteurs ont tout intérêt à se lancer et à diversifier leur commercialisation dans cette voie-là. Donc pour conclure, on peut dire qu'il y a effectivement autant de combinaisons de modes de vente possibles. Ça dépend effectivement de chacun, de son contexte personnel, organisationnel. Ça dépend du volume, du territoire, des produits. Donc c'est vraiment à bien réfléchir. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une multitude d'offres de vente qui peuvent se proposer aux agriculteurs. Et voilà, donc c'est passionnant pour eux. Et puis c'est surtout très valorisant parce qu'ils ont l'impression de bien maîtriser quand même la promotion de leur propre production.
Voilà. Merci pour votre attention. Je n'ai pas du tout regardé l'heure, mais... Voilà, je vais passer la parole à Lionel Martin. Merci. Bonsoir, donc Lionel Martin, conseil départemental, vénérable institution qui date de Napoléon et qui existe encore. Et donc effectivement le titre est long parce que donc on intervient beaucoup sur l'aménagement foncier, agricole. Le conseil départemental est encore présent sur l'hydraulique agricole. Le conseil départemental est présent aussi donc sur la question de l'accompagnement des filières, mais en partenariat avec la région et notamment les circuits courts. Et on gère les collèges. Donc ce que je vais vous présenter, après ce zoom un peu très général et très intéressant sur ce que circuit court et la vente directe, c'est un outil que les départements ont développé en partenariat avec les chambres d'agriculture, un outil dédié à la restauration collective. Donc on gère des collèges, donc ces collèges ont tous des restaurants scolaires. Comment on peut améliorer la relation directe avec des fournisseurs locaux, agriculteurs. Donc c'est cet outil-là que je vous présente. Donc là, il y a des gens qui travaillent dessus. Donc à la Chambre d'agriculture, c'est Céline Cardinal qui est en charge du dossier. Elle s'occupe de plutôt l'amont, donc chercher les producteurs qui vont s'inscrire sur la plateforme, travailler avec eux pour leur organisation. Et tout à l'heure, Guillaume présentera une des organisations qui est nécessaire pour passer et développer l'achat local en restauration collective. Pauline Ricard, donc, qui devait présenter aujourd'hui ce que je suis en train de faire, la plateforme, c'est elle qui est chargée de mission et qui la développe. Donc tout ce qui est utilisation du logiciel, questions sur les marchés, etc., c'est elle, et elle est assistée par Lila Saroui dans ma mission, dans sa mission. Alors un contexte national, donc... Le local, le fermier, c'est vrai que on en parle de 2010 avec la loi de modernisation de l'agriculture et récemment, enfin, depuis 2010, les gens devaient acheter local. Les fameux, il fallait 20% de produits bio et locaux, mais c'était pas inscrit dans la loi. Depuis le 30 octobre 2018. Il y a donc la loi Egalim qui est arrivée et qui précise bien maintenant que il faut qu'il y ait 50% de produits locaux, dont 20% de produits biologiques qui sont soit achetés par les acheteurs publics pour la restauration collective. Donc ça y est, une obligation arrive. Donc le développement qu'on a connu depuis quelques années va sans doute s'affirmer et ça va devenir vraiment maintenant, on va passer à la phase intéressante. Depuis 2013, donc, les départements du Puy-de-Dôme et de la Drôme avaient missionné un prestataire logiciel pour développer une plateforme virtuelle, donc une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des producteurs. Depuis, ça a essaimé, donc chaque département adhère. Donc maintenant, dans l'association nationale agri-locale, il y a 42 adhérents, 35 départements. Après, c'est des chambres d'agriculture qui sont adhérents complémentaires. C'est des élus des départements qui sont mobilisés autour d'un conseil d'administration de 14 membres qui se réunit régulièrement. Et en fait, ça représente, depuis 2013, il y a 2000 tonnes de produits locaux qui sont commercialisés via les plateformes de ces 35 départements, 8 millions d'euros de marché. Localement, donc nous, on a adhéré assez rapidement en 2014, je crois, à AgriLocal, à la plateforme. Donc ça consiste en quoi? Donc, en s'appuyant sur deux compétences. Vous savez que dans l'organisation territoriale, ça bouge sans arrêt. Les communes sont compétentes pour certaines actions, les départements pour d'autres, les intercommunalités encore pour d'autres, les régions ont d'autres compétences. Donc nous, on s'appuie sur deux compétences là, pour donc la restauration collective dans nos collèges. Et une compétence qui est importante, qui est la solidarité territoriale. Et donc,
l'agriculture, et notamment en Vaucluse, est un élément de développement du territoire que le conseil départemental ne peut pas ignorer. Donc cette action est identifiée dans notre agenda 21 et on le fait donc en continuité avec toutes les actions qu'on conduit en partenariat avec la Chambre d'agriculture et la profession agricole, hein, notamment donc les marchés du soir, bienvenue à la ferme, de la ferme à ta cantine et en direct de nos fermes que présentera tout à l'heure Guillaume. Alors, ça ressemble à quoi une plateforme virtuelle? Donc, non, d'abord, code des marchés publics. Donc, c'est vrai que la commande publique, les marchés publics, c'est un des points de blocage entre le cuisinier, l'économe, gestionnaire qui gère une cantine, et le producteur. Les producteurs, ah voilà, je ne vais pas répondre au marché public, c'est compliqué. Et un économe ou un gestionnaire, quand il a un grossiste qui lui fournit l'ensemble de ses produits pendant toute la saison sur un seul marché, eh ben, il est content. C'est facile, ça marche, donc on s'arrête là. Là, en rentrant dans agri-local et dans la volonté d'acheter local, on se retrouve avec plein de petits producteurs, petits ou moyens, et plein d'acheteurs, et il faut les mettre en relation. Donc on utilise dans les marchés publics des astuces. Donc il faut vraiment avoir, il y a une nomenclature, donc il y a une nomenclature spécifique à la plateforme, hein. On dissèque tous les besoins d'un restaurant scolaire. Il y a des fruits, des légumes, des produits laitiers, donc il y a une nomenclature à 34 produits, chacun pouvant faire l'objet donc d'une consultation. C'est un des points importants et des points clés pour que... Mais ça veut dire un casse-tête supplémentaire pour l'acheteur, hein. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'il faut que l'acheteur aime son métier. Comme il faut que le cuisinier aime aussi faire de la cuisine, plutôt qu'ouvrir, faire du surgelé ou ouvrir des boîtes. Donc c'est aussi une évolution sur le cuisinier. Donc cette plateforme donc, est conforme avec le Code des marchés publics. Donc ça sécurise les acheteurs, hein, des cantines scolaires. Donc ils sont, dès qu'ils s'inscrivent dessus, ils savent que ça va rouler avec leur conseil, leur service juridique. Ils ne vont pas être assassinés. Ça permet une dématérialisation des marchés publics. Et ça peut aller jusqu'à 90 000 € d'achat, ce qui pour des restaurants scolaires moyens, encore plus pour des cantines scolaires de communes, est tout à fait... déjà, on passe un paquet de produits jusqu'à 90 000. Hein. Donc là, j'ai parlé de la nomenclature. Il y a une autre solution pour arriver à faire rentrer les achats locaux, mais qui est complexe aussi, c'est de travailler sur des petits lots. On utilise la nomenclature et quand on est en limite, 285 000 €, ça nécessite une procédure formalisée, appel d'offres européen et tout ça, donc c'est compliqué, tandis qu'on peut extraire de ce gros marché des lots de carottes, des lots de pommes de saison, des lots de tomates de saison et de raisins de saison, qui permettent, avec cette technique des petits lots, d'acheter en direct, si on le souhaite, et si on rentre dans ce système qui donne accès aux producteurs locaux, tout en restant conforme. Donc l'interface, c'est ça, hein, donc on s'inscrit, c'est un site, je suis gestionnaire d'un collège, je m'inscris, j'ai un numéro SIRET comme acheteur, et derrière, je lance ma consultation. Alors il y a deux types de consultations, je vais passer assez rapidement là-dessus, parce que je ne vais pas vous faire un cours sur les marchés publics, mais donc voilà, c'est du gré à gré, hein, ça dans les... cantine scolaire d'une petite commune, il n'y a rien qui empêche l'acheteur ou le cuisinier d'aller voir directement son producteur, mais on est limité là à 25 000 € et on travaille de gré à gré. Il n'y a pas forcément de consultation publique. Soit un accord cadre, soit un marché à bon de commande. À chaque fois, quand on rentre dans ces détails-là, ça permet d'acheter des quantités plus importantes en direct. On choisit sa famille de produits, là c'est des pommes, 50 unités. On définit un périmètre local, c'est-à-dire qu'il y a des circuits
directs qui peuvent être très longs. Ça peut venir de très loin, tandis que là, on dit on veut 50 km, 20 km, 30 km autour de ma cantine. Et en face, les acheteurs qui sont sur AgriLocal, enfin les producteurs qui se sont inscrits, le collège voit apparaître l'ensemble des producteurs qui ont des pommes à 20 km autour de chez lui et qui sont sur la plateforme. Après, il définit une date de fermeture de la consultation, c'est-à-dire qu'il y a jusqu'au 13 janvier 2017 là, pour répondre à la commande de 50 kg de pommes. Je veux que les pommes soient livrées le 18 janvier. Donc ça y est, là, il y a 15 agriculteurs dans les 60 km. On peut définir des critères. On veut que ça soit bio, on veut que ça soit sous label, on veut que... tous les critères que l'on veut. On peut faire jouer, c'est soit le prix qui est important, la plupart du temps c'est malheureusement le prix qui est important, soit des critères techniques, délai des livraisons, etc. Là on peut jouer vraiment comme si on faisait une consultation publique classique. Et voilà, donc là, il y a les fournisseurs qui apparaissent, qui peuvent répondre. Les fournisseurs, pouf, ils ont une alerte sur leur smartphone. Il y a le lycée, là, je ne sais pas lequel c'est, qui souhaite 50 kilos de pommes. Est-ce que je réponds, je ne réponds pas? Et il clique, il dit je réponds. Et après, ils se mettent d'accord sur la livraison. C'est aussi bête que ça. Donc là, c'est deux façons. Le gré à gré, c'est du coup par coup. On veut faire un événementiel. On a fait une semaine de la ferme à l'assiette où il y avait, chaque collège devait faire soit un repas complet 100% local, soit un repas sur les 4 jours de la semaine avec un produit local important. Donc c'est ce type de commande, une grosse quantité sur un coup, ça marche bien, mais c'est bien parce qu'il y a une grosse quantité, mais c'est sur une seule semaine. Ce qui intéresse un producteur, parce que quand on a des salades, c'est pendant 3 mois qu'on a des salades, et quand on a des pommes, c'est pendant 6 mois qu'on a des pommes, donc c'est une certaine régularité dans la fourniture pour pouvoir répondre à ces marchés, et il faut les accrocher. Donc il y a une procédure qui s'appelle accord cadre, à bon de commande. Donc là, on choisit les producteurs et dès qu'on a besoin, on recommence sa commande et celui qui répond vient livrer. Donc ça assure un certain débit, plus de quantité, et c'est sur les commandes récurrentes avec un chef cuisinier, c'est quand même ça qui va développer l'usage de cet outil. Bon, alors en Vaucluse, on a 160 agriculteurs, fournisseurs. Enfin, fournisseurs, il n'y a pas que des agriculteurs, parce que pour être conforme au Code des marchés publics, tout le monde, même un grossiste, peut très bien répondre à une demande, un marché agri-local. C'est-à-dire qu'il s'il s'inscrit, il sera indiqué en tant que grossiste, transformateur, etc. Et il peut répondre. Donc, il y a donc des entreprises locales, des artisans et des entreprises non classifiées par département d'origine. Donc, qui sont les fournisseurs qui répondent? À 39%, c'est les agriculteurs, 27% des artisans, 20% des entreprises locales, autres fournisseurs, donc c'est les non identifiés. Ça marche comment? Entre 2016 et 2017, on a doublé le volume financier des transactions sur cette plateforme qui doit être à la V5 de logiciels, donc il y a des améliorations sans arrêt pour que ça soit agréable, convivial, etc. Plein d'améliorations qui permettent que les clics soient faciles à faire et que ça facilite. Donc voilà la répartition. Qui sont les acheteurs? Donc on a 52% de nos acheteurs qui sont des collèges, mais on a ouvert, donc les collectivités territoriales, que ce soit les communes, peuvent acheter quand ils gèrent une cantine, les lycées, donc qui sont gérés par la région, les hôpitaux, qui sont une source très intéressante, parce que c'est vrai que une alimentation locale de qualité dans les hôpitaux, il y a du boulot. On vise maintenant, on va faire essayer de
de contacter des EHPAD aussi, parce que l'alimentation est importante aussi dans ces structures-là. Donc voilà le profil des acheteurs depuis 2014. Bon, quelques éléments de tonnage, hein, donc ça reste 153 tonnes de produits commandés. Ici, on a du raisin, du porc, de la tomate, de l'abricot, la carotte. Donc on n'est pas non plus... il y a beaucoup plus de marchandises qui passent et on a des marges de progression importantes encore à gagner sur le Vaucluse. Quelques niveaux de prix, bon, sur du produit conventionnel ou bio. Hein, là, donc voilà, en moyenne, là, la dernière année, 90 centimes la pomme, 1 euro. Alors il y a un producteur de Pertuis qui est là, 1 euro la pomme de terre. Voilà quelques éléments de prix. Le prix, effectivement, est souvent, et on a du mal à trouver sur la plateforme des producteurs bio qui s'y inscrivent, parce que quand on parle marché public, on parle prix. C'est pas le seul critère, normalement, mais malheureusement, quand on a une cantine qu'on doit faire un menu avec 2 euros, le prix compte. Hein. Donc, même si on travaille sur les portions, même si on travaille sur... c'est clair que le prix compte, mais on peut arriver à faire des 50%. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une volonté. Une volonté à la fois du gestionnaire, du cuisinier, pour y répondre. Et maintenant, il faut aussi, par rapport au secteur de la bio, que les bios rentrent aussi dans les offres qu'ils peuvent faire. C'est de l'épeautre, ça, non? Petit épeautre, pardon. Oui. Voilà, tout ça, on l'accompagne avec, au niveau du département et avec la Chambre d'agriculture d'animation, donc une manifestation qui s'appelle Auprès de la ferme, donc où on invite tous les acheteurs potentiels qui veulent travailler à Agrilocal à venir visiter des fermes qui sont inscrites sur le site. On a donc une manifestation auprès de l'assiette où là c'est l'inverse, on va dans les collèges et on met à l'honneur un peu le boulot des chefs et on essaie de faire venir des producteurs pour distribuer des produits, etc. Donc voilà pour cette présentation que j'espère assez rapide de Agrilocal, et donc je reste aussi à votre disposition pour des questions complémentaires. Monsieur Chifflet. Bonjour. Bonjour, pardon. Alors, j'avais préparé un certain nombre de dias, mais en fait, je me rends compte que je vais probablement être assez long sur la deuxième partie des dias, donc les premières, je vais les passer assez vite, parce que sinon, je vais déborder sur mon temps. Donc là, c'est simplement 2 producteurs de notre restaurant. Ça, je crois que c'est superflu. On en parlera ensemble éventuellement après. Ça aussi, je pense que c'est superflu. C'est des petites notions que j'avais pensé que j'aurais le temps d'évoquer sur c'est quoi la consommation responsable, mais je pense qu'on le sait tous. Et donc, voilà, je vais tout de suite aller à notre établissement. Donc, je suis le copropriétaire de La Guinguette. Ça, c'est la vue que nous avons du restaurant. C'est une photo qui a été prise dimanche passé par ma femme. Nous sommes donc à l'Isle-sur-la-Sorgue, juste en face du partage des eaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très très bel endroit qui est situé à 1,5 km du centre-ville. Ça a son importance dans la manière dont il faut qu'on réfléchisse. Excusez-moi pour le micro. Dont il faut qu'on réfléchisse à l'offre que nous proposons, notamment sur les midis-semaines où la clientèle du déjeuner dans les restaurants se déplacent difficilement jusqu'au partage des eaux parce que ça leur fait perdre facilement une vingtaine de minutes sur leur temps de table. Nous sommes adhérents d'une association qui s'appelle Bon pour le climat, qui est une association qui regroupe donc des restaurateurs qui s'engagent sur un certain nombre de points qui sont repris ici. C'est de travailler la saison, le végétal, le local, avec une limite qui est donnée par l'association de 200 km, d'essayer de travailler un maximum ce qu'on appelle les produits vertueux. Les produits vertueux sont les produits soit qui ont une appellation agriculture biologique, ce sont les poissons qui sont issus d'une pêche raisonnée, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas n'importe quel type de poisson. On a
à cœur d'avoir une gestion des déchets assez poussée. Sur la slide qui a précédé, le chiffre qui est reconnu par tous les experts, pour vous donner une idée, c'est, je crois, 1,6 milliard de tonnes de production alimentaire qui est jetée à la poubelle chaque année dans le monde. 1,6 milliard de tonnes, c'est quand même énorme. Et ça représente facilement 30% de la production alimentaire mondiale. Il y a des experts qui parlent même quasi de 40% de la production alimentaire mondiale. C'est énorme. Donc ça fait partie des choses dont qu'il faut bien sûr que les restaurateurs prennent en compte. On insiste également beaucoup sur l'implication du personnel, surtout dans des établissements comme le nôtre, qui sont des établissements saisonniers, où donc les salariés quand même ne restent pas là toute l'année. Donc il y a chaque fois une formation importante qui est faite, tout simplement pour pouvoir communiquer auprès de notre clientèle sur notre démarche. Et nous avons à notre disposition quelque chose qui est à votre disposition à tous, puisque si vous allez sur le site internet qui est là, vous avez une version allégée de ce qu'on a appelé un éco-calculateur, qui est en fait un logiciel qui a été mis au point lors de la COP21, où vous pouvez rentrer les ingrédients de votre recette, et ce logiciel va vous sortir l'équivalent carbone, c'est-à-dire l'empreinte carbone, si vous préférez, de votre recette. Sachez que l'empreinte carbone d'un repas normalement consommé en moyenne en France, c'est environ 5000 grammes équivalent carbone, c'est-à-dire 5 kilos carbone. Dans l'association, il nous est demandé d'avoir le maximum de plats proposés qui sont 3 fois minimum, voire 4, 5, évidemment, si c'est possible, inférieur à cette valeur moyenne qui est donc de 5000 grammes équivalent carbone. Dans les dias précédentes également, cette empreinte carbone de l'alimentation, l'alimentation en France est 27% de l'impact carbone de la France sur la problématique donc, du réchauffement climatique. C'est énorme, et la moitié de cet impact est en général lié, tout type de consommateurs confondus, à la présence de viande dans les assiettes. Ça, je pense que vous en avez tous entendu parler, et notamment la viande de bœuf. Alors ça, c'est les chiffres les plus récents que j'ai et qui ne représentent pas tous nos producteurs, donc ça c'est long, je ne vais pas tous vous les lire. Après ce tableau-là qui est le plus récent, ça c'est un travail qu'on fait à chaque fin d'année, donc là c'est les chiffres de 2017 où je reprends une partie de nos fournisseurs, mais il y en a certains qui ne sont pas cités. C'est un travail que je fais, je vais vous expliquer un petit peu après comment. Je vais vous donner 2 autres dias juste après ça, qui sont des dias des années 2016 et 2015, je crois, qui vont être plus parlantes que ceci. Ça, c'est donc le prénom de tous les producteurs de l'année 2016 et leur géolocalisation. Donc, j'insiste, je vais vous expliquer aussi ce que j'entends par fournisseur. Et ça, c'est une autre forme de relevé, où vous avez là le nom, la ville, la distance kilométrique et le type de produit, sachant que les couleurs sont des codes produits par catégorie de produits. Donc, en haut, vous avez les farines. Après, vous avez le miel de marque Agnelle, c'est toujours notre fournisseur. À Lazare et Roux, ça a un petit peu changé, mais nous travaillons avec les abattoirs du Pays d'Apte toujours pour certains produits. Relais Vert, alors c'est le seul de la liste, si je ne m'abuse, qui est un distributeur, mais nous avons quand même mentionné, puisque Relais Vert, c'est une plateforme de distribution de produits bio. En fait, nous ne sommes pas sur le bio, notre priorité, notre axe, c'est de trouver des produits locaux, mais nous ne les trouvons pas tous. Le plus bel exemple sont les agrumes, que nous tenons à avoir en plus bio pour des raisons de sécurité au niveau de l'utilisation des zestes. Et les citrons et les oranges, je ne trouve pas de producteurs locaux par ici. Donc on se tourne tout de suite vers Relais Vert, qui est, en ce qui nous concerne d'ailleurs, plus près que Métro, et qui n'est pas plus cher pour ceux qui pourraient se poser cette question-là. Les huiles Benoît, on a arrêté de travailler avec eux maintenant. On travaille quasi exclusivement avec quelqu'un qui est plus bas, c'est les frères Boudoir, la minoterie du Vieux Château. Ensuite, vous avez toute une série d'agriculteurs. Vous avez Nicolas Borde qui est un petit peu à part. Michael Meyer qui est devenu notre associé sur un produit qui est la truite fumée. On est en train de créer une SAS et un atelier collectif pour un produit dont je vous parlerai après.
François Grégoire qui fait du fromage de chèvre, les frères Roussel, alors ce sont nos producteurs les plus éloignés, ils font baisser notre moyenne de distance kilométrique puisqu'ils sont à 556 km. C'est les glaces Terra Delis pour ceux qui ne les connaissent pas. Et puis bon, là après c'est des vins, mais ça change quand même un peu d'une année sur l'autre. Pour la petite parenthèse, je vous Pardon. coupe. Juste Oui. la petite parenthèse, Nicolas Borde est un ancien de l'ISEMA, on vient de le voir sur votre tableau. D'accord. Voilà, Alors c'est pour Nicolas le Borde, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Voilà, la ferme des possibles, hein, l'agroforesterie, il est extraordinaire. Comment ? Un ancien et un intervenant également. Oui, donc il fait un travail remarquable. Il est en agriculture biologique maintenant. Il est certifié, je pense, sur la totalité de sa ferme. Il va augmenter ses terres l'année prochaine. On a juste eu, pour ce qui est de cette année, un petit peu de problème à travailler avec lui, tout simplement parce que, comme vous le voyez d'ailleurs sur la photo qui est prise là au-dessus, ça c'est ma voiture. Là, je suis chez un fournisseur. On se déplace beaucoup. On prend beaucoup de temps pour aller. Hein, on en a parlé avant, les fournisseurs ne peuvent pas venir nous livrer une cagette de tomates, donc ça représente un certain temps. Et Nicolas Borde est du côté de Perne, et cette année, on a beaucoup été du côté de Petit Palais et de Coustelet, notamment parce que plusieurs de nos fournisseurs sont présents sur ces deux marchés de producteurs, et qu'on se donne des rendez-vous avec eux à cette occasion. Mais on travaille quand même certains produits avec lui. Il a notamment des herbes aromatiques qui sont d'une qualité impressionnante. Et voilà pour ce qui est de Nicolas Borde. Ces chiffres-là, ils méritent que je m'y attarde un tout petit peu. Je vous avais dit que je m'attarderai plus tard. Plus de 70% de nos achats alimentaires sont effectués en direct dans un rayon moyen inférieur à 50 km. 70% d'abord, le chiffre, comment est-ce qu'on le trouve ? C'est 70% de nos achats alimentaires en financier. C'est-à-dire que chaque année, on prend donc notre bilan comptable, on prend le poste achat alimentaire. On a demandé à notre comptable de respecter une certaine rigueur au niveau du libellé des écritures, ce qui nous permet avec un tableau Excel d'assez rapidement regrouper les volumes financiers de chacun de nos fournisseurs. Ensuite, on n'a plus qu'à déterminer lesquels de ces fournisseurs d'achat alimentaire sont des fournisseurs qui peuvent être considérés comme en direct. Et ce que j'appelle en direct, ça signifie que la personne à qui nous achetons, relais vert n'est pas dedans, justement, la personne à qui nous achetons, sans aucun intermédiaire, produit le produit que nous lui achetons. Voire le produit même et le transforme, par exemple, pour ce qui est d'un des membres de l'association en direct de nos fermes où nous sommes présents avec la truite fumée, qui est David Oran, qui élève son porc et qui le transforme en un certain nombre de charcuteries sèches et cuites même aussi. Donc ça, c'est la notion de en direct, c'est important, notamment pour ma ville, à l'Isle-sur-la-Sorgue, où vous avez un grand nombre de restaurateurs qui travaillent avec une entreprise grossiste de produits frais, qui certes est implantée pas loin, donc il y a une très très bonne communication et c'est très très bien, tout le monde travaille, mais les produits qu'ils distribuent tous les matins aux restaurateurs ne sont pas du tout des produits de producteurs locaux. Donc là, c'est hors sujet. Et le rayon moyen, vous l'avez compris, on prend les distances kilométriques entre tous ces producteurs que nous avons recensés comme étant des producteurs qu'on peut considérer, qui correspondent à la désignation en direct, c'est-à-dire sans intermédiaire le produit qu'ils travaillent. Pour les viticulteurs, par exemple, c'est la même chose. Nous n'achetons que des vins régionaux à des propriétaires récoltants, c'est-à-dire des gens qui travaillent la vigne et qui ensuite font leur vin. Sinon, on ne va même pas rentrer ça dans une dégustation. C'est notre manière de travailler. Et donc, on réussit à être inférieur à 50 km, sachant que vous avez vu qu'il y en avait un qui était à 158. Il impacte donc fortement notre moyenne. C'est vous dire qu'ils sont vraiment tout près. Alors, les 30 autres %, effectivement, c'est des produits que nous n'avons pas encore réussi à trouver localement. Sachant que alors tiens, ça c'est peut-être une dia... oui, ça va y venir après. Sachant que nous avons dû faire des choix pour assumer cette politique d'approvisionnement. Quelques mots, alors ça c'est un mot que je ne connaissais pas encore il y a un mois, c'est le mot sourcing, mais dans une école de commerce, vous devez tous savoir ce que ça veut dire. Donc c'est la manière, dites-moi si je me trompe, de trouver des nouveaux fournisseurs, d'aller à la chasse aux nouveaux fournisseurs, donc j'ai mis le mot. On procède toujours de la même manière, et c'est à cette période-ci que ça se fait. Enfin, maintenant on a un bon paquet, mais ça change quand même un peu d'année en année. La première chose, bien sûr, c'est qu'on va éprouver le besoin sur un produit donné. Je vais vous dire, là, pour l'instant, on est sur le jus de pomme.
On va identifier, en trouvant sur les marchés, chez des confrères, dans des magasins de producteurs, on va identifier un certain nombre de jus de pommes qui nous paraissent intéressants. Et ensuite, on va prendre contact avec les gens et chercher les producteurs, donc, et chercher à aller les visiter. Par exemple, sur les jus de pommes, sachez qu'il y a il y a des gens qui produisent des pommes et qui sous-traitent la fabrication du jus de fruits. Et puis, il y en a quelques-uns, ils sont minoritaires, qui fabriquent leur jus de fruits eux-mêmes. Donc on va aller les visiter chez eux, surtout si ce sont des gens qui, en plus de produire la pomme, la transforment. On va aller les voir, on va prendre des échantillons, pas beaucoup, 1 litre ou 2 suffisent, que l'on va payer. C'est assez facile et compréhensible quand on va chez les gens, mais si des gens viennent nous proposer un produit, on tiendra aussi, là aussi, toujours à leur payer le produit, parce qu'on se sent plus serein derrière pour donner pour dire aux gens si on travaille avec eux ou pas. Ensuite, c'est toujours la même chose et on le fait avec énormément de produits. Je ne vais pas dire qu'on le fait avec tous, mais on le fait avec énormément de produits. On fait, c'est une étape très importante pour nous, on fait des dégustations aveugles. Pourquoi ? Parce qu'il y a parfois des gens très sympathiques. On rencontre souvent des gens très sympathiques, mais on n'est pas là pour se faire des amis, on est là pour trouver un produit qui nous intéresse plus qu'un autre. Donc on ne veut pas que les producteurs soient là, et on veut déguster à l'aveugle pour ne pas savoir quel produit vient de chez qui. Donc on va s'arranger pour faire des dégustations aveugles, même sur des viandes, on l'a fait en début de saison cette année, bien sûr sur les vins. Ces dégustations, on essaye de les faire avec un panel de dégustateurs, si je peux appeler ça comme ça, c'est un grand mot, qu'on va recruter un tout petit peu parmi nos amis, nos clients, nos connaissances. Et on va chacun individuellement essayer, ça prend pas longtemps, chacun a sa feuille de papier, et pour le lot 1, 2, 3, 4, 5, par exemple pour les jus de pommes, il va donner une note, et puis il va commenter sa note avec 2, 3 petits mots. Et ensuite, quand on fait ça chacun dans notre coin, et après, ça sort sur un tableau Excel. Pour le vin, on essaye d'être plus nombreux. Pour la viande, on était aussi une dizaine, je pense, on a fait ça en début de saison. Et ensuite, il y a le tableau Excel qui va sortir des chiffres, qui va ressortir ce qui était préféré par notre petit, modeste panel de dégustateurs. On ne s'est pas préoccupé des prix. D'ailleurs, on a un principe, et on l'écrit partout, et on le dit partout, c'est de ne jamais négocier les prix. Alors, on n'est pas dans la restauration collective, donc on pense que c'est de notre responsabilité, une fois qu'on a choisi un produit, effectivement, de travailler sur la quantité qu'on met dans l'assiette, et sur la manière dont on le propose, et sur le prix auquel on le vend. Et puis après, si ça rencontre le public, tant mieux. Si ça ne le rencontre pas, c'est qu'il n'y a pas de rencontre possible, ou on va essayer de modifier des éléments de l'équation, disons. Donc, quand on aura dégusté, on va, vous l'avez compris, aller choisir certains fournisseurs. On va essayer de s'engager, quand on en a la possibilité, sur un volume. Cet engagement est toujours verbal. On va vérifier qu'un certain nombre, au niveau des modalités de livraison, si c'est livré, ou de mise à disposition, si c'est pas mis à disposition, sont compatibles avec notre fonctionnement. Et puis on s'engage verbalement sur un volume. Et puis on s'engage aussi sur le fait que d'un côté comme de l'autre, on va se parler, se dire les choses si on rencontre un problème en cours de saison. Il est très rare qu'on interrompe une relation commerciale avec un fournisseur pendant la saison, mais il arrive effectivement qu'entre 2 saisons, on décide de changer de fournisseur, mais au moins ça se fait en amont de la saison, ce qui ça arrive très rarement. Là, cette année, ça vient d'arriver avec un fournisseur avec qui on travaille depuis 8 ans, mais c'est lui qui a décidé de partir à la retraite. Donc là, il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour le remplacer. Et enfin aussi, notre engagement, c'est d'ailleurs un petit peu ce que je fais ce soir, c'est qu'on n'hésite pas, et on s'engage aussi à communiquer sur nos fournisseurs, parce qu'on pense que quand même qu'ils le méritent. Un petit mot sur la viande, je ne sais pas si j'ai le temps, ça fait déjà combien de minutes ? Ça va ? Sur la viande de bœuf, on a dit que la viande c'était un problème. On a une clientèle de végétariens, on a une clientèle de véganes assez importante à la Guinguette. On n'est pas extrémiste là-dessus. On fait partie de ce qui s'appelle des flexitariens. Nous personnellement, ma femme et moi, c'est-à-dire des gens qui essayent de moins consommer de viande. Il faudrait qu'on en consomme moins, c'est sûr qu'on en consomme trop, mais qui essayent de mieux la consommer. Et sur la viande, on a des exigences là assez strictes depuis plusieurs années aussi. C'est pas facile à remplir. Donc sur la viande de bœuf, on exige un document écrit de notre fournisseur. On a beaucoup travaillé avec Alazar et Roux
qui n'est plus, on va dire. Enfin, la société a subi beaucoup de modifications, donc on continue à travailler avec eux pour la viande de porc, mais pour la viande de bœuf, nous travaillons actuellement avec, avec la Maison Gouache. C'est une entreprise familiale qui est un petit peu éloignée et qui d'ailleurs, on ne travaillait pas au moment des tableaux de là-bas. Je vais voir cette année puisque c'est nouveau. Ils sont du côté de Perpignan, mais ils travaillent. En tous les cas, les critères qu'on demande de voir remplis par notre fournisseur de viande, je vais vous les donner. Ils sont très clairs et on veut une attestation écrite. On ne veut que des races à viande qui sont élevées pour leur viande, parce que vous pouvez avoir, dans la grande distribution, vous pouvez avoir un steak haché de charolais, ou chez McDonald's par exemple. Vous pouvez avoir un steak haché de charolais, ça veut dire que la race est de la race charolaise, ça ne veut pas dire que l'animal a été élevé pour sa viande. Donc évidemment, la qualité gustative n'est pas du tout la même à la sortie. Donc on veut que ce soit exclusivement des races à viande qui sont élevées pour leur viande, qui sont nées, élevées et abattues en France, dont la distance kilométrique entre ce lieu d'élevage et de vie donc, et le lieu d'abattage est inférieure à 200-300 km, on donne. Là, pour l'instant, il nous a dit, je crois, sur l'attestation 200 ou 250, mais moins de 300. On demande à ce que soit certifié l'absence d'abattage rituel. Alors, c'est une question large qui intéresse peut-être plus les ingénieurs agroalimentaires que la partie commerciale. Mais il y a un vrai débat qui n'est pas d'ordre religieux du tout, mais qui est un débat d'ordre sanitaire, qui est qu'aujourd'hui, les plus grands experts sur la question le disent, l'abattage religieux, c'est-à-dire rituel, qu'il soit halal ou kasher, génère un risque sanitaire un petit peu supérieur sur les parties avant de l'animal. Je vous passe les détails. Ceux que ça intéresse donc à m'interroger là-dessus ou aller sur Internet, ils trouveront l'explication. Et nous, on essaye de ne pas rendre nos clients malades, et enfin, on essaye de jouer beaucoup la sécurité là-dessus, d'autant plus qu'on propose un tartare haché à la minute, c'est de la viande crue, et qu'on hache nous-mêmes notre viande pour nos steaks hachés. Donc c'est pour nous des critères importants. Et est-ce que j'en ai oublié? Non, je crois que je les ai tous dit. Et ça, on veut que ça soit écrit. Voilà, les produits locaux privilégiés, ça a des conséquences. La première conséquence, vous l'avez compris, on a vraiment décidé d'avoir une offre de restauration qui est construite sur les produits locaux. C'est-à-dire qu'on s'interdit, c'est un grand mot, mais en tous les cas, on réfléchit chaque année un peu plus pour avoir une offre qui vient chercher ici ce que nous allons mettre dans l'assiette. Donc ça implique automatiquement une carte qui est très réduite, même qui change assez peu. On essaie de compenser ça par le fait qu'on va essayer de décliner les produits qu'on trouve dans notre région, et Dieu sait si on en trouve quand même beaucoup, le plus possible. Les exemples sont le petit épeautre, qui sont donc, elle était tout à l'heure sur une photo, cette céréale absolument magnifique, je dis la meilleure céréale du monde, puisque c'est la seule qui possède tous les acides aminés essentiels, elle n'est que ici. Donc on va la décliner, on fait notre pain avec de la farine de petit épeautre bio. Vous comprendrez que contrairement au boulanger, notre pain, les restaurateurs ne le vendent pas, mais ils le donnent. Donc là aussi c'est un peu un challenge financier, mais on le joue. On fait nos buns qui sont là à droite, on fait toutes nos pâtisseries, on fait notre pâte à crêpes avec la farine de petit épeautre, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment de l'utiliser le plus possible. La truite, on l'achète à une pisciculture qui est à 50 mètres. Je vous ai dit, on s'associe avec Michael Meyer, et j'ai fait une formation au CIRAD à Montpellier, c'est à AgroSup. C'est une structure où il y a des gens qui sont très spécialisés dans le fumage de poissons. Et j'ai été faire une formation là-bas. Et on fume notre truite maintenant depuis 2-3 ans. Et elle se distribue, puisqu'elle se distribue notamment par l'association en direct de nos fermes. Et le porc, c'est la même chose. Le porc, on a le porc Ventoux, donc de l'ex-société Lazare Roux, maintenant les abattoirs du Pays d'Apt. Et on travaille également le porc de David Oran, qui est également élevé en plein air, qui est également producteur ici. Ça, c'est juste des photos. Voilà nos gaufres aussi. Alors ça, c'est aussi un exemple de réflexion. C'est le résultat d'une réflexion qu'on a eue sur comment diversifier l'utilisation de la farine de petit épeautre. Là-bas, en bas à droite, on a discuté avec notre pâtissier. On a dit, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire avec cette farine? Il a dit, tiens, il y a un truc qu'on ne trouve pas beaucoup, c'est des babas au rhum. Si vous faites votre gâteau à baba vous-même avec de la farine de petit épeautre, il devrait être excellent. Donc faisons ça. Et on lui a dit, oui, très bonne idée, mais le rhum, c'est pas trop local. Donc avec ma femme, on s'est mis devant le bar et on a regardé tous les alcools qu'on avait.
Et on a trouvé le vieux mar de Châteauneuf-du-Pape, de Blachère, qui est juste ici à côté. Et on propose donc le baba des papes, on l'a appelé comme ça. Et c'est un baba qui n'est pas au rhum, mais qui est au vieux mar de Châteauneuf-du-Pape. Et ma foi, ça rencontre un petit succès. Ça, c'est des délices de Provence, c'est farine de petite épaule, c'est du miel c'est un caramel qu'on fait avec le miel de Marcagnel et puis des amandes effilées. Ça, c'est des quiches qu'on fait. Alors ça aussi, ça a été une réflexion. Sur la truite fumée, quand on coupe les tranches, on se retrouve en fin de tranchage avec une chair qui est plus rouge. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de couper des tranches de truite fumée. Donc visuellement moins commercialisable, disons. Donc on a mis au point une recette de quiche de truite fumée. Voilà. Et on intègre cette partie-là de la truite fumée dans des quiches. Ça, c'est quelques photos de la truite fumée. Vous voyez, là-bas en bas, c'est des filets entiers. Là, c'est une photo du fumoir. Mais là, on va passer un fumoir qui pourra faire 80 kg par jour, je crois, enfin par cycle. Donc, on va passer à la taille au-dessus. Voilà, ça, c'est la manière dont on présente la truite fumée à la guinguette. Donc, vous avez vu, c'est vraiment très simple. Hein. C'est des tranches de truite fumée, le pain à la farine de petit épeautre, un morceau de citron et un petit peu de beurre à la nette. Et puis, c'est tout. La problématique des saisonnalités, ça c'est aussi quelque chose sur lequel il a fallu qu'on réfléchisse. C'est qu'à partir du moment où on ne veut travailler, où on cherche à travailler le plus possible les produits locaux, se pose la question de savoir si les pics de production du produit qu'on trouve localement va correspondre aux pics de consommation. Et c'est malheureusement pas le cas pour tous les produits, puisque nous, on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur 3 mois. Hein, là, on est fermé, là. On ferme en hiver. Donc, on a eu à réfléchir là-dessus. Et un bel exemple, maintenant, depuis 5-6 ans, c'est la courge musquée de Provence, qu'on achète en agriculture biologique. C'est un produit qui commence à être récolté fin août, c'est-à-dire à la fin de la saison. Eh bien, on en achète chaque année sur le mois de septembre. Quand le producteur nous dit de venir la chercher, on va quasi la chercher sur le champ, c'est-à-dire qu'elle n'arrive même pas jusqu'aux entrepôts. On en achète 150 kilos, on la transforme en purée immédiatement, et ensuite, alors là, on va parler de choses. Ensuite, donc, une fois qu'elle est transformée en purée, on en fait des pains de 1 kg que l'on congèle, qu'on met sous vide et qu'on stocke. Si vous venez à la guinguette à la réouverture, en février-mars, on vous proposera un velouté de courge, qui sera fait avec cette purée qui a été transformée et congelée en septembre. À process à recette identique, les experts nous le disent, si nous avons bien travaillé, vous aurez un produit qui, au niveau organoleptique, c'est-à-dire autant gustatif que nutritionnel, sera supérieur au velouté de courge qu'on vous proposerait en achetant une courge au mois de mars dans un magasin de producteurs, fût-elle bio. Tout simplement parce que cette technique de transformation et de conservation préserve mieux les qualités du produit que si jamais que le meilleur entrepôt frigorifique de France. Donc ça, c'est par exemple des choses. L'autre question, c'est le travers de porc. On en passe actuellement 500-600 kilos par an. À un moment donné, quand notre carte était plus réduite, on en passait même quasi une tonne. C'est un produit qu'on cuit pendant 24 heures sous vide à juste température. Je préfère le mot juste que basse, parce que chaque recette a sa bonne température. On le fait maintenant. C'est-à-dire qu'on va commencer maintenant à acheter 60 kilos de travers de porc par semaine. On les achète à un moment donné où plus personne ne les achète au producteur. Donc déjà, il est très content. Et on le transforme maintenant de la même manière. C'est-à-dire qu'on va le cuire sous vide et ensuite, en appliquant des process qui sont bien sûr validés d'un point de vue sanitaire, c'est-à-dire qu'à la sortie de sa cuisson, on va le tremper dans des bains d'eau glacée et ensuite il est étiqueté et il est congelé et il est stocké pour vous être servi l'été prochain. Alors en France, on est le pays de la gastronomie et il y a ce problème, c'est pour ça qu'on doit beaucoup communiquer, il y a ce problème qu'on a 2 mots qui sont difficiles à accepter pour un certain nombre de gens, même si c'est en train de changer. Quand on parle de cuisine, c'est le mot
C'est les deux mots que je viens d'utiliser déjà plusieurs fois. C'est le mot surgelé, c'est le mot sous vide. Ces deux mots qui sont rentrés dans le monde de l'alimentation en France et dans pas mal de pays à travers la grande distribution. Et ces deux mots qui ont une mauvaise connotation. Moi, je défends l'idée que bien travailler, congélation et technique sous vide, et je ne suis pas le seul, hein, sont des techniques plus qu'honorables. Je pense qu'il y a dans la salle des gens qui seront d'accord avec moi. J'espère. Ça a une incidence sur la gestion du personnel, je vous l'ai dit, c'est que non seulement on prend la viande de porc à un moment donné où plus personne ne l'achète au producteur, mais c'est pareil pour d'autres produits, et en plus de ça, on fait travailler nos salariés à un moment donné où éventuellement on ne sait plus trop quoi leur faire faire. Et je termine, donc ça c'était l'importance de la communication, je vous l'ai dit, nous on ne cache rien, on dit tout. Y compris à nos clients et surtout à nos clients. Donc voilà, ce que je vous ai dit là, on le dit à nos clients chaque fois qu'il y a une discussion qui peut être engagée. Là, vous avez deux de nos fournisseurs de travers de porc, la famille Morel là-bas en haut et David Oran dont je vous ai parlé. David Oran qui est donc dans l'association dont Guillaume va parler. Et là, vous avez la photo du travers de porc dans une assiette qui était prise sur un client. J'ai pris cette photo sur Internet, par un client. Ça, c'est un autre produit qu'on fait avec son porc, c'est de la terrine. Vous voyez, on va de nouveau essayer de décliner. Et je terminerai avec ça, l'île sur la Sorgue, puisque c'est quand même un petit peu pour ça aussi que je suis venu. L'île sur la Sorgue, c'est environ 17 000 habitants. J'ai participé à un truc qui s'appelait la MISA, qui est un truc d'attractivité du territoire. Ils citaient quasi 200 restaurants. Guillaume, dis-moi si je me trompe. Moi, j'en ai retenu 100. Et j'ai dit... Nous, en été, il y a eu une époque où on faisait quasi 150 à 180, voire même certains jours, la fête des mères notamment, 200 couverts par service. Pour ceux qui connaissent la guinguette, on a réduit la voilure depuis volontairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des services en saison à une centaine de couverts, mais 2 services par jour, ça veut dire 200 couverts par jour. Moi, j'ai dit, si en moyenne, un restaurant à l'Île-sur-la-Sorgue fait 50 couverts jour, les restaurateurs de l'Île-sur-la-Sorgue représentent, en termes de consommation de matières premières alimentaires, un tiers de la population locale. C'est énorme, ça veut dire que je pense, et en plus de par la position qu'ont les restaurateurs dans l'esprit collectif, je pense que les restaurateurs ont ce rôle de un petit peu montrer le chemin sur les circuits courts. Et je terminerai par ça. Je ne suis pas Don Quichotte, mais voilà, en tous les cas, ma femme et moi, c'est ce qui nous motive. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci. Bon, bonsoir. Moi, je vais vous parler d'un projet qui a été monté par la Chambre d'agriculture et les agriculteurs du Vaucluse, qui s'appelle En direct de nos fermes, et pour mettre en avant les circuits courts. Donc, le contexte du projet, en fait, c'était de permettre au plus grand nombre de consommateurs qui étaient sur l'agglomération d'Avignon d'avoir accès aux produits de nos agriculteurs directement. Donc on s'était rendu compte que sur Avignon, il y avait plutôt un déficit, puisqu'il n'y avait pas de magasin de producteurs, comme on a vu. Il y avait 2 marchés du soir, en accès direct. Et donc l'accès à ces produits était très limité pour les consommateurs d'Avignon. Donc il a été mis en place une réflexion à la Chambre d'agriculture, et il est né le projet En direct de nos fermes. Donc En direct de nos fermes, c'est quoi? C'est une plateforme de regroupement pour les agriculteurs. C'est la mise en place de distributeurs automatiques sur le Grand Avignon, et c'est la création de drives fermiers pour des retraits de produits de façon quotidienne, pareil sur le Grand Avignon. C'est un projet donc, qui est innovant, donc, comme je vous l'ai dit, qui a été initié depuis 2015, la réflexion par la Chambre d'agriculture, en réflexion avec les agriculteurs. Qui ont réfléchi sur une idée de projet de distributeur, tout simplement pour une question de temps, puisqu'on a vu que, par exemple, sur des marchés, pour l'agriculteur, ça lui prend pas mal de temps de rester sur le soir. Et aussi une réflexion par rapport au consommateur qui, lui, n'a pas forcément le temps d'aller sur ce créneau horaire de 2-3 heures dans la semaine, et qui avait une envie d'accès, surtout sur une clientèle qui est plus jeune, un accès rapide
à ses produits. Donc le distributeur était tout à fait adapté à cela, puisqu'il est libre, il est ouvert de 6h du matin à 22h, donc un accès quand on veut, à tout moment, on peut choisir ses produits locaux. Donc, suite à ça, il a été créé l'association Direct de nos fermes en 2016 avec 12 producteurs qui sont issus uniquement du département du Vaucluse. Et une fois qu'on a créé tout ça, il a fallu financer tout cela. Et comme c'était un projet innovant et novateur, parce qu'il n'existait pas encore en France de groupement de producteurs qui mettaient en place la gestion de distributeurs automatiques, on est allé chercher une partie du financement au niveau européen avec les fonds FEADER. Et on s'est mis en partenariat pour pouvoir voir ceci avec la ville d'Avignon et avec le Grand Avignon. Donc voilà. Hop. Donc les partenaires, les voilà du coup, qui nous aident dans ce projet-là. Donc ils sont partenaires, c'est surtout au niveau du lancement du projet. L'objectif est que l'association soit autonome au bout de 3 ans et qu'elle puisse se développer toute seule. Et donc elles ont des aides, surtout sur le départ. L'idée aussi, et l'attente du consommateur, c'est d'avoir une gamme de produits la plus large possible. On a l'avantage dans le Vaucluse d'avoir une très large gamme en fruits et légumes, ce qui nous a permis de bien satisfaire donc, cette gamme-là, mais on est un peu plus limité en viande, et comme nous a dit Nicolas, effectivement, producteur de porc, qui font de la vente directe, il y en a très peu. Dont David Oran sur Monteux. La truite est toute nouvelle et développée par M. Meyer qui est en train de faire un atelier de transformation et prochainement vous allez avoir les filets de truite, les truites et tout ça en vente directe où il n'y en avait pas du tout jusqu'à présent sur le Vaucluse. Donc nous on cherche à élargir la gamme la plus possible sur l'association en direct de nos fermes pour satisfaire le consommateur. Ce qu'on aimerait c'est qu'il puisse faire toutes ses courses le plus possible sur le distributeur et pas se rendre sur une grande surface ou sur le drive, puisque maintenant on se rend compte que le drive est quelque chose de plus en plus utilisé, surtout quand on est pressé. On fait ça de son bureau, on envoie la commande et quelques jours après, hop, on va chercher ça à l'heure qu'on a décidé dans le distributeur et ça va super vite. Et surtout, on a réfléchi sur une chose, il faut que ce soit quand même sur des tarifs producteurs. Et donc on a resté sur des tarifs producteurs sur l'association et sur la vente pour le consommateur. Donc où se trouvent nos agriculteurs? Ils sont un peu partout dans le Vaucluse, parce que le Vaucluse, selon les bassins, il y a des productions différentes. Sur Cavaillon, on sera plus sur de la pomme, sur la pomme. Sur Carpentras, c'est plus le maraîchage, la fraise, qui est emblématique de Carpentras. On a l'ail, on ira le chercher plutôt sur Piolenc, parce qu'on a les appellations. Les pommes de terre plutôt sur Pertuis, parce qu'il y a l'appellation de Pertuis. Et les cerises, on va sur les monts du Vaucluse, Venasque, Malmort, et tout ça. L'avantage pour les agriculteurs, donc l'agriculteur... Tous les agriculteurs livrent sur un point qui se trouve sur le mine d'Avignon, qui est l'entrepôt. Et l'entrepôt, l'association a embauché un chauffeur-livreur à l'heure actuelle, et elle permet de livrer les distributeurs automatiques, de préparer les drives fermiers et livrer les différents points de livraison. Et on a une autre activité qui est la restauration collective, où on livre aussi les écoles via le réseau agri-local, qui nous permet de toucher tous ces établissements à droite à gauche. Donc pour l'agriculteur, l'avantage, c'est que pour lui, il touche tout un panel de clients et ça lui prend beaucoup moins de temps puisque lui, il ne livre que la plateforme. On reste sur de la vente directe puisque l'association n'achète pas les produits. On signe un contrat de mandat avec nos agriculteurs et donc le produit produit par l'agriculteur lui appartient jusqu'à la vente. L'association prend juste un petit pourcentage sur ça, c'est-à-dire que 80% du montant retourne à l'agriculteur, 20% sert juste à faire tourner le système, c'est-à-dire la location du local, payer l'électricité, payer le chauffeur, payer le camion, payer l'investissement, parce que même si je vous ai dit qu'on était né sur l'achat des distributeurs, en fait 40% est financé par l'Europe, mais 60% est financé par les agriculteurs. Donc ce 20% sert à payer aussi tous les crédits que l'association a. Voilà. Donc les distributeurs automatiques, où sont-ils actuellement? À l'heure d'aujourd'hui, on en a deux. On en a un pionnier qui est sur Agroparc, qui n'est pas très loin d'ici, qui doit être à 1 km. Donc, si vous voulez aller le voir, il n'est pas bien loin. On a fait un test cet été sur l'autoroute et qui continue là sur l'hiver pour voir si sur les autoroutes ça pourrait avoir un intérêt. Et donc notre partenaire qui est Vinci Autoroute est partenaire là-dedans et on se rend compte que oui,
les gens qui sont sur l'autoroute ont un intérêt à vouloir acheter du produit locaux. Vous avez ceux qui partent en vacances, mais pas que. Vous avez le chauffeur de camion qui part de la Hollande et qui descend jusqu'en Espagne ou vice-versa, et qui lui, du coup, a acheté ses courses au départ et ne peut plus qu'acheter après dans les différentes stations essence les produits. Il ne trouve plus de produits frais, mais plus que des produits transformés. Et donc, du coup, lui, ce qui l'intéresse, vu qu'il a son camion et que c'est sa maison et qu'il a sa cuisine et qu'il transporte, c'est pouvoir cuisiner sur place les produits. Et donc, du coup, l'intérêt de Vinci Autoroute d'installer ça, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de camions qui s'arrêtaient maintenant sur cette aire-là pour pouvoir cuisiner des produits. Et du coup, ils sont contents parce que c'est des produits locaux et avec du goût et pas cher. Montréal-les-Avignon. Sens Lyon-Marseille. Voilà. À partir de mars 2019, l'association continue d'investir et lancera un nouveau distributeur sur le parking des Italiens pour toucher la clientèle qui sera un peu plus du centre-ville. Et puis voilà. Je vais vous faire un petit film pour vous faire voir un peu à quoi ça ressemble. Boîteaculture.com. Alors nous sommes sur le site d'Agroparc, à côté de la salle des fêtes. Et vous avez des distributeurs automatiques qui ont été mis en place par les agriculteurs du Vaucluse pour vendre en direct leurs produits et leurs productions. Cette initiative est à l'origine de la Chambre et des agriculteurs qui voulaient promouvoir l'agriculture et leurs produits en direct. Mais nos agriculteurs sont très satisfaits parce que le distributeur se vide plusieurs fois par jour et nous sommes obligés de le remplir au moins 2 fois par jour complètement. C'est génial, ça fait marcher les petits producteurs en direct et c'est local, c'est royal et c'est pratique. Les fraises, elles sont délicieuses. Les jus de fruits et ensuite il y a un peu de viande également. Donc la viande aussi c'est sympa, ça vient du coin. Donc, et les asperges, enfin bref, un peu de tout. On surveille le réassort. C'est souvent vide, victime du succès je crois. Et on se fait plaisir. Voilà. Alors dans le distributeur automatique, vous trouvez essentiellement des produits de saison. Donc en ce moment, nous avons les fraises, les asperges, vous avez de la salade, des tomates, des concombres, tout ce qui est charcuterie, et ainsi de suite. Et on renouvelle les produits en fonction de la saison. C'est très simple d'utilisation. Donc le distributeur, vous avez des numéros sur chaque casier. Vous choisissez tous les casiers qui vous intéressent. Vous tapez sur un petit écran qui est sur le distributeur. Et une fois que vous avez choisi tout, vous validez. Vous mettez votre carte bancaire, vous faites votre code. Et après, tous les casiers que vous avez choisis s'ouvrent et vous récupérez votre marchandise. C'est la 2e fois que je viens. Je vais venir régulièrement maintenant faire un peu certaines courses parce que c'est une très bonne idée. On peut manger bio, pour pas très cher et en tout cas pour les étudiants, je trouve que c'est un bon système aussi pour un peu varier l'alimentation. Alors, des projets des distributeurs, oui, il y en a. On a des projets soit d'agrandissement sur le site déjà d'Agroparc, et puis on en a d'autres prévus sur le parking des Italiens, sur le parking de l'île Pio, et peut-être à la gare TGV aussi. Et il y a beaucoup de monde à l'heure d'affluence, et les gens sont satisfaits. Donc sur le distributeur, ça c'était au mois de mai, donc les fraises, si vous y allez maintenant, il n'y en aura pas. On reste toujours sur des produits de saison. Le distributeur d'Agroparc, effectivement, on l'a agrandi par rapport à ça, donc on a rajouté une 30aine de casiers. Maintenant, il est à son optimum à un peu plus de 100 casiers. Celui qui va y avoir sur le parking des Italiens, pareil, il aura une centaine de casiers dès le départ. Et ça permettra de satisfaire tout le monde. Alors, comme on a vu, la dame disait que c'était souvent vide. Effectivement, le soir, après le remplissage, selon l'heure où on y va, vous pouvez trouver le distributeur vide ou pas trouver les produits qui vous intéressent. Et du coup, on a réfléchi à comment faire pour pallier à ce problème, parce qu'on ne pouvait pas le remplir 50 fois par jour. On le remplit déjà 2 fois. Donc, on a mis en place, au printemps, là, donc 1 an après, le Drive. Donc, vous pouvez aller sur Internet, vous trouvez exactement les mêmes produits que dans le distributeur, mais c'est vous-même qui composez votre panier. Et puis, vous pouvez ainsi retirer vos produits 48 heures après, à n'importe quelle heure, je veux dire, du jour et de la nuit,
et c'est qui est plutôt pratique. On fait aussi les livraisons à vélo, toujours dans une démarche écologique sur Avignon. Donc, pareil, vous commandez et vous pouvez vous faire livrer à domicile les produits. Là, on est en train... Donc ça c'était plutôt limité parce que notre cycliste ne court pas tout le département. On est en train de travailler avec la Poste pour élargir un peu plus le domaine et aller sur des zones un peu plus loin, au moins sur le Grand Avignon dans un premier temps, et puis après on verra si on peut aller un peu plus loin. On est en train même de réfléchir, de travailler avec nos producteurs pour avoir des points relais dans chaque producteur qui a un point de vente. Donc peut-être chez David Deron et à la Guinguette aussi, vous pourrez aussi avoir un point relais si vous habitez vers l'Île-sur-la-Sorgue. Vous pourrez retirer prochainement sûrement vos produits. Deuxième étape, on s'est rendu compte que nos amis professionnels restaurateurs avaient besoin de produits, cherchaient des produits locaux. Donc on est en réflexion et on va sûrement l'ouvrir début de l'année 2019, un drive à destination des professionnels. Donc ce drive-là, il sera destiné essentiellement à ceux qui ont des restaurants et des épiceries, puisque pour la restauration collective, on passe par le site AgriLocal pour respecter la règle des marchés publics. Donc là, on est en train de placer ce qui permet aussi aux agriculteurs d'augmenter leur volume et de coup de leur rendre plus intéressant le fait de descendre sur notre plateforme et de livrer pas 1 kilo de tomates, mais peut-être qu'ils vont livrer maintenant à la palette. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est de leur faciliter la vie. Et donc l'association se charge en fait de la commercialisation. Donc on est aussi notre point de notre projet, c'est la restauration collective. Donc jusqu'à présent, donc on a commencé tout récemment, ça fait qu'une petite année qu'on a lancé ça, mais on a déjà 25 restaurations collectives qui travaillent avec nous. Et c'est plutôt en bonne voie, puisque du coup avec la nouvelle loi, de toute façon il faudra qu'ils achètent un peu plus local. Et donc ce qui nous permet, pourquoi en direct de nos fermes est aussi intéressant pour la restauration collective, c'est qu'en direct de nos fermes représente une vingtaine d'agriculteurs, a une large gamme à leur proposer, et du coup, on n'est pas grossiste, mais on peut se rapprocher, leur proposer une seule facture, tout un échantillonnage, et s'ils font des appels d'offres, du coup, on peut plus y répondre, puisqu'on a quand même un peu plus de possibilités, vu qu'ils font une liste de toute une série de produits et qu'il faut répondre à tous les produits, en direct de nos fermes est plus en mesure de répondre à ceci qu'un agriculteur tout seul, quoi. Autre chose aussi, les restaurations collectives. On prend la restauration collective d'Avignon, dont un de nos représentants est là. Prenons le cas de la fraise. Jusqu'à présent, une grosse restauration collective commande 600, 800, 900 kilos d'un produit. Un agriculteur tout seul ne peut pas y répondre, puisque en une seule fois, il ne pourra pas satisfaire le volume. L'avantage d'un direct de nos fermes, qui a un réseau de plusieurs agriculteurs, c'est de pouvoir regrouper les productions et de pouvoir servir cette restauration collective qui avait jusqu'à présent la seule possibilité, c'est de travailler avec un grossiste, parce que c'est le seul qui était en mesure de lui fournir la quantité voulue, quoi. Donc là, l'avantage direct de nos fermes, c'est ça, c'est d'aller chercher différents producteurs, discuter avec les restaurations et voir leur volume, et nous les mettre en culture dans l'année et permettre ainsi de répondre au volume des différentes restaurations. Quelques chiffres pour vous donner une idée. Un distributeur, c'est quand même un bel investissement, hein, ça coûte 80 000 €, donc là on est déjà sur le deuxième. C'est 80% du prix qui est rendu, du prix vendu qui est rendu au producteur, donc on reste vraiment dans de la vente directe. C'est 2 000 à 3 000 casiers vendus tous les mois sur un seul distributeur. Ça a été 2 embauches déjà pour l'association en direct de nos fermes, et sur courant 2019 il y en aura une 3e. C'est des tarifs de marché de producteurs. C'est la vente à la restauration collective et privée qui est en fort développement. C'est un temps aussi qui est important pour les agriculteurs, qui est réduit, du coup, puisqu'ils n'ont que la livraison à faire. Et du coup, nous cherchons de la commercialisation. Ils ont aussi quelques animations ainsi à venir, puisque quand même, il faut qu'on rapproche le producteur du consommateur, puisque c'est vrai que le distributeur automatique, vous ne voyez pas les producteurs. Au drive, vous ne voyez pas les producteurs. Donc on fait des manifestations dès que l'on peut pour rapprocher les producteurs des consommateurs. Donc l'année prochaine, on a prévu de faire, comme vous, des after-work, mais un peu différents. Nous, ça sera plutôt
un espace plus convivial. Vous aurez un marché, un espace dégustation, vous aurez un endroit où notre producteur de cochon il devrait vous faire la charcuterie, les saucisses grillées, et puis là, un espace bar. Et vous pourrez venir discuter avec eux dans un espace de convivialité, pas très loin, toujours sur Agroparc. Donc on teste ça l'année prochaine pour voir ça, mais on fait aussi des manifestations. On était sur le week-end gastronomique il y a 15 jours, sur la place de l'Horloge. On est là à l'Isema, donc je suis tout seul, mais notre producteur de fraises n'a pas pu venir, mais il devait venir ce soir aussi pour discuter et puis pour rencontrer les consommateurs. Le drive, c'est une facilité d'exploitation et une facilité pour le consommateur. Et puis après, quand on place nos distributeurs, il faut bien réfléchir, c'est comme tout commerce, à l'endroit où on va le mettre. Et donc dans notre réflexion, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent, puisque notre clientèle sur les distributeurs, après toutes les études qu'on a fait et les drives, c'est essentiellement des gens qui ont entre 18 et 50 ans. Ça, c'est 75% de notre clientèle. Donc quand on réfléchit à placer un distributeur ou un point relais, il faut qu'on soit dans une zone de travail. Donc Agroparc est tout à fait ça. C'est 10 000 salariés, c'est 10 000 habitants. Et c'est, alors je ne sais plus exactement le nombre d'étudiants, mais c'est quand même un nombre d'étudiants important. On a eu la même réflexion sur le parking des Italiens. C'est des habitants, c'est des salariés, et puis c'est aussi des étudiants. Quelques exemples. L'année dernière, on a fait 34 tonnes, mais c'était juste le début, de fruits et légumes. Pour vous donner une ordre d'évolution qu'on a eue sur les 2 années, en fraises, l'année dernière, on a passé 2,5 tonnes de fraises. Cette année, on est à 6 tonnes. Et on n'avait pas 2 distributeurs, on en avait qu'un. Donc on espère que l'année prochaine ce soit encore plus et du coup nos producteurs, quel est l'avantage pour eux? Cette partie-là avant qui donnait aux grossistes et qui leur achetait pas très cher, là ils le passent sur de la vente directe, donc pour eux ils récupèrent une marge importante et ça leur permet de survivre et de rester sur leur exploitation. Quel est l'intérêt pour eux? Donc, pour eux, c'est une image valorisante de leurs produits, c'est de la vente directe, c'est une meilleure marge, comme je viens de le dire, c'est 80% du prix qui est rendu aux agriculteurs, c'est du temps limité pour eux, et je vous ai tout dit sur les fraises, j'ai anticipé. Voilà. En direct de nos fermes, c'est pareil. En direct de nos fermes, eu des labellisations, elle est GI2E, c'est-à-dire groupement d'intérêt économique et environnemental, c'est-à-dire qu'on travaille, tous les agriculteurs travaillent ensemble, chacun a son domaine de compétences et essaie d'en faire profiter les autres. Donc on discute ensemble. Normalement en janvier, on va travailler sur la norme HVE pour que les agriculteurs qui soient intéressés puissent aller vers les hautes valeurs environnementales. Mais il y en a des partages d'expérience sur certains agriculteurs, il y en a qui sont experts sur la conservation, qui discutent avec d'autres, et ainsi de suite. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour faire vivre notre groupe. On a été labellisé Bienvenue à la ferme, ce qui nous permet de passer dans plein de manifestations sur le département. Et puis on est aussi on est ambassadeur Avignon parce qu'on a une volonté d'être local et donc de travailler avec Avignon et le Grand Avignon, et donc on représente aussi l'image du dynamisme au niveau d'Avignon. Voilà. Si vous avez des questions maintenant, on est à votre écoute. Voilà. Donc merci. Merci pour la qualité de vos interventions à tous les 4. Donc voilà, c'est le moment. Si vous avez des choses à poser, à demander, des choses qui n'étaient pas claires, voilà, allez-y. Jetez-vous à l'eau. Attendez, je vous apporte. François Lachard, agriculteur à la Tour d'Aigle. Une approximation du volume 2018, puisque vous étiez à 37 tonnes en dehors de la fraise. J'ai pas vraiment compté encore, mais on doit être dans les 70 tonnes. Là. Le double de l'année dernière, quoi. Un peu plus du double. On va être entre 70 et 100 tonnes. Voilà, toujours qu'un distributeur, puisque le deuxième était en test à l'autoroute. Et sur l'autoroute, il était en nombre de casiers limité. Voilà. Et puis, à vous dire vrai, il ne marche pas très bien depuis 15 jours, 3 semaines, là, puisqu'il n'y a plus personne sur l'autoroute. Et au niveau chiffre d'affaires, c'est un peu la catastrophe. Mais bon. D'autres questions?
Par rapport au casier, vous alliez mettre ça en place sur le parking des Italiens et vous avez parlé du parking L'Île Pio. Et du coup, je voulais savoir quand est-ce que ça allait être disponible. Alors, disponible. On pourra en mettre à plein d'endroits différents. Le problème, c'est le budget, puisqu'on nous a aidés une première fois, mais les subventions, voilà, le projet était innovant au début. Maintenant, c'est aux agriculteurs de se débrouiller, d'essayer de se financer par eux-mêmes. Donc là, on va mettre en place le prochain sur le parking des Italiens. Le suivant, il n'est pas prévu sur l'île Pio, il serait plutôt prévu à l'hôpital d'Avignon. L'île Pio, il y a une forte demande du Grand Avignon pour le mettre dessus. Le problème qu'ont vu les agriculteurs, c'est que vu qu'il va y avoir la deuxième tranche de travaux du tram, c'est pas le moment pour aller faire un investissement à cet endroit-là, tant que le tram, voilà. Donc ils vont sûrement en mettre un autre, mais pas de suite à l'île Pio, quoi. On va attendre la fin des travaux et quand le pont sera accessible. Ce genre de distributeur, ça existe ailleurs maintenant que sur la ville d'Avignon? Alors, ce genre de distributeur, c'est pas une nouveauté au niveau français. Ce qui est la nouveauté, c'est que ce soit géré par un groupe d'agriculteurs. Jusqu'à présent, ces distributeurs, vous pouvez les trouver, les agriculteurs eux-mêmes l'achetaient pour eux-mêmes et les mettaient au bout de leur champ ou dans des endroits où, si vous allez dans les Bouches-du-Rhône, vous en avez un à Saint-Andiol, à côté d'une boulangerie, qui est géré par un seul agriculteur. Mais il met que ses produits. Bon, c'est un maraîcher, donc il a quand même pas mal de choix. Là, l'avantage, c'est d'avoir des produits toute la saison, enfin toute l'année, et on change de producteur au fur et à mesure de la saison, et surtout d'avoir du volume, puisque quand on est seul agriculteur, des fois on se plante on peut avoir un problème sur une plantation et pas avoir le produit. Là, on peut basculer d'un agriculteur à l'autre et permettre aux consommateurs d'avoir quand même une relative constance au niveau des produits. Oui, vous avez indiqué que c'était réservé aux agriculteurs du Vaucluse. Pour autant, on est proche des Bouches-du-Rhône ou du Gard. Est-ce que c'est ouvert à des agriculteurs hors Vaucluse? Alors d'aujourd'hui, l'association En direct de nos fermes, qui est gérée par les agriculteurs, c'est eux qui décident, ne prennent que des agriculteurs du Vaucluse. Mais en ayant discuté avec eux et tout ça, ils ne sont pas contre l'ouverture à des agriculteurs. Alors il faut qu'on reste local, donc ce sera Nord-Bouches-du-Rhône ou on va dire côté Rhône au niveau du Gard. L'objectif, c'est vraiment de rester sur du local et serait ouvert à des produits qu'ils n'arrivent pas à produire eux ou sur une autre saisonnalité. On peut l'envisager sur les Bouches-du-Rhône, sur de la salade ou ce genre de choses qui est plus produit en Bouches-du-Rhône et qui n'est pas forcément produit dans le Vaucluse, ainsi de suite. Où ils ont même envisagé, puisque dans le Vaucluse, au niveau viande, on n'a pas grand-chose, au niveau bœuf, tout ça. Or que dans les Bouches-du-Rhône, la production est un peu plus établie et pourrait se développer. Et voilà. Pour l'instant, on est tout jeune, hein, l'association. Le premier distributeur, il a ouvert en avril 2017, donc le nombre de casiers il est ce qu'il est. Il faut quand même que tout le monde puisse en vivre. Donc augmenter le nombre d'agriculteurs, ça s'avère, pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin, puisqu'il faut que chacun puisse vivre et le nombre de cases n'est pas extensible, quoi. L'objectif de développer la restauration collective, la restauration privée, est bien pour pouvoir ouvrir à d'autres producteurs ce système-là. Bien, y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des invendus sur le distributeur? Oui. Alors, on gère le plus à flux tendu possible, c'est-à-dire qu'il faut que les agriculteurs livrent le plus régulièrement possible, ça dépend des produits. Des invendus, il y en a, oui. Il y en a toujours un petit peu, c'est pas énorme. Et comme c'est de la vente directe, c'est à la charge de l'agriculteur. Mais en général, il n'y a pas grand-chose, quoi. On arrive à gérer pour qu'il y en ait le moins possible. On n'est pas à l'abri, c'est comme dans tout commerce. On a eu le cas l'année dernière où il a fait beau très longtemps, et c'était le cas du concombre. On commandait beaucoup de concombres toutes les semaines, et en une semaine, on est passé du chaud au froid, et on n'a plus vendu de concombres. Là, on a eu la perte. On a eu tout ce qu'on avait commandé en concombre, du jour au lendemain, on n'a plus vendu, donc on a tout perdu. C'est plutôt sur les fins de saison qu'on a
des pertes. Ou sur les débuts de saison, quand on est sur une transition, par exemple, de fruits, sur le mois d'août, où on est toujours sur la pêche, la nectarine, et que les poires arrivent, nous, on commande les poires, puisque l'agriculteur nous dit, ça y est, je suis prêt. Mais le consommateur, lui, il n'est pas prêt en août à manger de la poire, quoi. Donc souvent, voilà, les premières semaines sont difficiles et c'est là qu'on a des pertes. Moi, j'ai une question par rapport à la restauration privée. Comment vous prévoyez de vous organiser? Est-ce que ça va être sur commande? Parce que là, on ne peut pas arriver et dire je m'organise. Enfin, moi, je ne travaille pas comme ça. Je m'organise pour travailler. Aujourd'hui, il y a ça. Il faut que ce soit prévu en amont. Donc, est-ce qu'il va y avoir un site où les produits sont annoncés 2 jours avant? Là, il y a moyen de s'organiser. Mais voilà, comment vous voyez la chose? C'est le site Drive. Donc, vous irez sur le site. Et il y aura tous les produits. Et comme tout Drive, vous choisirez tous les produits qui vous intéressent, vous les commandez, et après on vous livre. On a prévu 48 heures, puisque chez nous, les stocks, pour pas avoir d'invendu, ils sont pas en direct de nos fermes. La plateforme, elle sert juste de transit. Les stocks sont dans les champs. Et donc on les commande au fur et à mesure aux agriculteurs qui les récoltent et nous les rapportent, ce qui donne une fraîcheur optimale, le plus possible pour les restaurateurs. L'objectif, c'est qu'elles aient pas une semaine de frigo, c'est que vous les essayez, c'est que vous l'ayez 1 ou 2 jours après la récolte, quoi. Voilà. Donc vous regardez sur le site internet et vous avez en général tout ce qu'il y a. En général, pour le professionnel, il y aura une inscription qui sera faite par quelqu'un qui viendra vous voir. Ou c'est vous qui faites la demande, on vient vous voir, on vous explique, on vous donnera le catalogue. Pour vous donner. Alors le catalogue, c'est pas un catalogue des prix, c'est un catalogue de tous les produits qu'on a avec la saisonnalité. Comme ça, vous pouvez savoir que sur votre carte, si quand on est restaurateur, que de telle date à telle date, on aura de la tomate, mais qu'à une certaine période de l'année, ce ne sera pas sur un direct de nos fermes qu'il faudra que vous commandez la tomate si vous voulez avoir de la tomate, puisque nous, il n'y en aura plus, la saison sera terminée. Voilà. En fait, ma problématique, c'est surtout sur les fruits. On va dire que sur les légumes, c'est plus facile. Aujourd'hui, j'ai changé ma manière de faire les desserts au restaurant à cause de cette saisonnalité où j'étais frustré de ne pas pouvoir travailler des fruits quand on me les proposait au moment voulu. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une réponse par rapport à ce que je veux produire sur ma carte, quoi. Alors que c'est vrai que sur les légumes, c'est plus facile. Mais c'est vrai que les fruits sont très fragiles. Et je pense que je ne dois pas être le seul, mais en termes de restauration, on est plein à se dire, les fruits, voilà, les cerises, c'est très compliqué. Il y a un certain nombre de produits qui sont très fragiles. Et voilà, je pense que votre travail va être important dans ce sens-là. Nous, l'objectif, c'est de vous porter la fraise qu'on va vous apporter, par exemple. Elle aura été récoltée soit l'après-midi, la veille, soit le matin. Voilà, l'objectif, c'est la fraîcheur maximum pour que vous puissiez la garder un peu plus longtemps que ce qui se fait d'habitude, quoi. Il n'y aura pas une semaine de frigo, ça c'est sûr. Quand nous, le produit qu'on va vous apporter, surtout c'est du produit fragile, de la fraise, notre producteur de fraises, il nous livre tous les 2 jours. Donc la fraise qu'il a, c'est ce qu'il a récolté soit le matin, soit l'après-midi, la veille, quoi. Donc c'est quand même toujours des produits très frais. Après, sur des produits comme de la pomme ou de la poire, c'est moins fragile. Mais ça se récolte à une période et ça se met en frigo. Donc il ne faut pas croire qu'on l'aura récolté au mois de décembre, 15 jours plus tôt, quoi. Elle aura été récoltée en novembre et passée en frigo et mûrie au dernier moment, quoi. Pareil sur le kiwi. Le kiwi est récolté fin octobre et on en a jusqu'en février. Voilà. Sur les produits très fragiles, qui ne sont pas stockables, on garantit la fraîcheur. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a une dernière question? On va aborder... la fin, peut-être un autre intervenant? Non? Ah, monsieur. Oui, moi c'est personnel. Habitant Villeneuve-les-Avignon, je me demandais s'il y avait un drive, je n'ai pas entendu parler. Vous avez la chance parce que notre cycliste livre Villeneuve-les-Avignon, donc il y a le drive. Voilà, vous tapez drivefermier.fr/Avignon et vous faites votre commande et à la fin vous choisissez livraison à vélo et on vous livre directement à votre domicile.
Voilà, c'est merveilleux. Bon, écoutez, je vous remercie. Je remercie tout particulièrement nos intervenants qui ont donné de leur temps ce soir. J'espère que vous avez trouvé voilà, des réponses à des questions, que c'est un peu plus clair pour vous. Et puis, je vous invite à traverser notre école là, par le couloir central et à découvrir les produits. Voilà, il y a des pommes, il y a du saucisson, du pâté, des rillettes, de la truite fumée. Vous l'avez vu en photo, vous pourrez la déguster. Donc voilà, donc merci encore à vous et peut-être à notre prochain Afterwork. Merci.